Mes chers compatriotes résidant en Chine et à Taïwan, je vous adresse cette vidéo dans le cadre de la campagne pour l'élection législative de la 11e circonscription des Français établis hors de France, dans laquelle se situent la Chine et Taïwan. Alors, pourquoi est-ce que je vous adresse cette vidéo ? Pour vous dire l'intérêt qu'il y aurait, me semble-t-il, à ce que vous portiez vos suffrages sur ma candidature et pas sur une autre. Pourquoi ? D'abord parce que, comme vous le savez, un député a une double casquette. D'une part, il doit être le député des gens qui l'ont élu, donc il doit défendre les intérêts des populations qui l'ont élu. D'autre part, il est le député de la nation et il participe donc à l'élaboration du débat démocratique à l'Assemblée nationale. Alors, examinons les deux choses. S'agissant de la première activité, il se trouve que je ne réside pas en Chine ni à Taïwan, mais je pense que je pallie largement ce défaut par le fait que je connais bien la Chine et Taïwan. Je connais bien la Chine parce que, lors de ma carrière professionnelle, j'ai été responsable de l'Asie-Océanie au ministère des Finances. J'avais organisé d'ailleurs le premier voyage avec plus de 150 chefs d'entreprise français. C'était sous le gouvernement Balladur qui était allé en Chine pour faire des affaires, nouer des contacts d'affaires. Et nous étions allés classiquement à Pékin, à Shanghai et à Canton. Mais je suis allé de très nombreuses fois en Chine. Et notamment, j'y ai accompagné plusieurs ministres et également le président de la République, Jacques Chirac, à l'époque. J'ai donc participé à plusieurs reprises aux entretiens au plus haut niveau entre la République française et la République populaire de Chine, et notamment à une entrevue qui était en tout petit comité entre Jacques Chirac et le président chinois de l'époque, le président Jiang Zemin, qui était l'antépénultième prédécesseur de l'actuel président Xi Jinping, puisque entre les deux, il y a eu le président Hu Jintao. Si je vous raconte cette histoire, parce que j'en garde des anecdotes très précises à l'esprit, nous avions été reçus à la Cité interdite, à Chongnanhai, dans la partie de l'ouest de la Cité interdite à Pékin, réservée aux dirigeants suprêmes chinois. Et je me rappelle les conversations qu'il y avait eues entre Jacques Chirac et le président chinois, et qui étaient tout à fait intéressantes. D'une part parce que lorsque Chirac était arrivé, reçu par Jiang Zemin, celui-ci l'avait bien accueilli et lui avait dit « Vous êtes le représentant de la France que nous aimons ». Enfin, il avait dit ça en substance. Il avait rappelé que la France avait été, le président du temps du président de Charles de Gaulle, avait été le premier grand pays occidental à reconnaître le régime de la Chine populaire en 1964. Et donc Jiang Zemin avait rappelé que les Chinois ayant une mémoire d'éléphant, il ne l'avait pas oublié. Et il était d'autant plus intéressant qu'il le rappelle que quelques mois auparavant, il y avait eu, c'était à la fin de la présidence François Mitterrand, il y avait eu un conflit avec la Chine, puisque la France avait jugé bon, plus exactement François Mitterrand, avec son ministre des Affaires étrangères de l'époque, Roland Dumas, avait jugé bon de vendre des frégates dans l'île de Taïwan. Alors, le président Jiang Zemin avait donc expliqué qu'après la pluie vient le beau temps, et donc il était demandeur de renouer une relation stratégique au plus haut niveau entre la France et la Chine. Et ce qui avait été triste, en tout cas comme observateur, je faisais partie de l'entourage de Jacques Chirac, c'est que Chirac avait répondu en bottant en touche en expliquant que la France allait bientôt avoir une monnaie, c'était l'euro, et que la France, sa stratégie était la construction européenne. Et vu des plus hauts dirigeants chinois, c'est une stratégie qui est absurde. Bien sûr, ils ont été obligés de faire avec. Mais il faut bien comprendre que les plus hauts dirigeants chinois, aujourd'hui encore, considèrent que la France est lancée dans un processus de désintégration et d'affaiblissement, ce que d'ailleurs on constate. Lorsque Jacques Chirac avait expliqué que désormais la stratégie de la France c'était d'être ami avec l'Allemagne et de ne tout faire avec l'Allemagne, le président Jiang Zemin n'avait rien dit, mais avait changé ensuite de sujet. Et dans le sujet suivant, Jacques Chirac avait abordé le problème de la construction d'un projet de TGV entre Pékin et Shanghai. C'était le grand sujet de l'époque.
Et donc Jacques Chirac avait longuement développé les atouts du TGV français, qui était la meilleure solution du monde. Le président Chiang Zemin l'avait laissé parler, lui avait dit d'ailleurs que oui, il connaissait. Il y avait d'ailleurs des équipes d'experts qui s'étaient rendues à Sochaux, chez Alstom, pour voir un peu comment tout ceci fonctionnait. Mais le président chinois ne s'était pas privé d'une petite pique qui était très extraordinaire et que j'ai malheureusement le devoir de vous raconter, parce que je pense qu'elle explique bien des choses quant à la perception de la France et de la construction européenne par la Chine. Le président chinois avait dit « Il y a quelque chose que je ne comprends pas, monsieur le président de la République française. » Donc Chirac avait dit « Si je peux vous répondre, je répondrai. » Et Chiang Zemin avait dit « Voilà, vous m'avez expliqué au début de cet entretien que la France, désormais, toute sa stratégie, c'était la construction européenne, c'était avec l'Allemagne, c'était d'avoir une monnaie qui serait une monnaie unique européenne, etc. Je l'entends bien. Mais, avait dit Chiang Zemin, il y a quelques mois, dans le siège que vous occupez, je recevais le chancelier d'Allemagne, c'était à l'époque Gerhard Schröder, le prédécesseur d'Angela Merkel. Et Chiang Zemin avait poursuivi sur un ton monocorde, avait dit le chancelier Schröder m'a expliqué tout l'intérêt qu'il y aurait pour la partie chinoise à acheter la solution allemande pour ce TGV, qui était l'ICE de chez Siemens. Alors, je sais que c'est le concurrent direct du TGV français, et j'avoue, monsieur le président de la République française, que je ne comprends pas très bien ce que je dois faire, ni ce que nous devons choisir. Et j'avoue que je ne comprends pas très bien comment tout ceci s'articule avec ce que vous m'avez dit sur la grande stratégie de construction européenne. Évidemment, Jacques Chirac avait été embarrassé. Il s'était raclé la gorge comme ça, en expliquant qu'effectivement l'Union était un combat. Il s'en était tiré par une pirouette. Voilà, ça c'est une anecdote. J'en aurais beaucoup d'autres à raconter sur ces questions, vues d'Extrême-Orient et en particulier vues de Chine. Si vous êtes expatrié en Chine, vous vivez en Chine, vous connaissez l'esprit chinois, vous savez que c'est une immense civilisation. C'est une immense civilisation qui repose moins sur des religions transcendantes que sur des grands principes comme le confucianisme ou bien le taoïsme, sur toute une série de proverbes, de maximes, de stratagèmes, les fameux 36 stratagèmes chinois. Un peuple commerçant, intelligent, stratégique, pragmatique, qui ne se laisse pas payer de mots. Et rien n'est plus exaspérant pour un Chinois que de voir des phraseurs, c'est-à-dire pour la quintessence de l'horreur pour un Chinois, c'est quelqu'un comme Macron. Il faut voir d'ailleurs comment le président Xi Jinping a traité récemment Emmanuel Macron, qui est considéré comme un branquignol, disons les choses telles qu'elles sont. Ce qui veut dire que s'agissant de l'Europe et de la France vue de Chine, bien sûr, derrière les discours officiels où les dirigeants chinois vanteront la qualité de la coopération entre la France et la Chine, ou bien l'intérêt de la construction européenne, le soutien même, ils iront jusqu'à dire que la République populaire de Chine soutient les efforts de construction européenne. En fait, derrière le rideau, ils n'en pensent absolument pas un mot, et ils ont à l'esprit des vieux proverbes chinois, comme par exemple, lorsque il y a 10 cuisiniers dans une cuisine, tout se refroidit ou se brûle, ou bien lorsqu'il y a 9 capitaines dans un bateau, le bateau coule, etc. C'est-à-dire que l'idée de ce conglomérat d'États qui tire à hue et à dia est considéré, vu de Pékin, comme un stratagème, ce qu'il est d'ailleurs le cas, le stratagème des chaînes, qui a été inventé après la Seconde Guerre mondiale pour engluer les États d'Europe dans une espèce de construction chimérique sans fin, où les États d'Europe épuisent leur force vitale à poursuivre un projet qui ne peut pas marcher, tout ça pour le plus grand profit des États-Unis d'Amérique. Lorsque l'on vit en Chine, lorsque l'on vit à Wuhan, par exemple, où j'étais allé avec Jacques Chirac et où nous avons un consulat d'ailleurs, eh bien, on connaît l'implantation de PSA avec le groupe Dongfeng, ça veut dire le vent de l'Est, je crois, Dongfeng, qui est son partenaire chinois. Mais
les Français, avec Dongfeng, ont pour principaux concurrents des concurrents allemands, par exemple, avec Daimler-Benz, qui va avoir une autre co-entreprise chinoise. C'est-à-dire que quand on vit en Chine, quand on est expatrié en Chine, on sait bien qu'il n'y a pas de solidarité européenne au niveau industriel. Ça n'existe pas. Il y a même pire, c'est que il y a une espèce de concurrence pour celui qui sera le plus à même de drainer en France, aux États-Unis, en Allemagne, au Canada, etc., d'attirer des cerveaux chinois, notamment des chercheurs. Et quand j'étais délégué général à l'intelligence économique, on m'avait demandé d'examiner le cas d'un chercheur chinois qui avait été embauché pour 6 mois, une durée de 6 mois, à Peugeot, à Sochaux-Montbéliard, puisque ça faisait partie de ces échanges culturels et de ces échanges en termes de recherche. En réalité, j'avais découvert que ce monsieur était un professeur à l'université Tsinghua de Pékin, l'une des 2 grandes universités avec Beilai, et que en fait, il appartenait à un service où tous les professeurs avaient été envoyés de façon très asiatique, avaient été envoyés dans de nombreux pays occidentaux pour aller tout simplement observer et faire de la collecte d'informations pour ensuite en bénéficier pour l'industrie chinoise. D'ailleurs, pour revenir à mon histoire de TGV, comme vous le savez, finalement, le TGV entre Pékin et Shanghai n'a été attribué ni à la France ni à l'Allemagne, mais c'est une solution en fait éminemment sino-chinoise qui a été finalement retenue. Alors, je vous raconte ça parce que j'ai de nombreuses anecdotes sur la Chine. J'ai participé quand j'étais à Bercy, où j'étais responsable de l'Asie-Océanie, donc de la Chine. J'ai participé à de nombreuses négociations, notamment les négociations menant à la construction de la centrale nucléaire de Daya Bay 2 en Chine, au nord de Hong Kong. J'ai accompagné Jacques Chirac, j'ai accompagné les ministres des Affaires étrangères, ministres de l'Industrie, donc je crois avoir une assez bonne connaissance de la Chine, en tout cas une connaissance meilleure que beaucoup de responsables politiques français. Et je sais aussi qu'il faut faire preuve de beaucoup de prudence, de respect, de vigilance et de temps, donner du temps au temps dans les relations que nous pouvons avoir avec des partenaires chinois. La prudence, par exemple, vous connaissez ce proverbe chinois qui dit qu'il faut diriger un grand pays comme on fait frire un petit poisson. Les Chinois sont des gens très observateurs avec lesquels il faut aller négocier des affaires petit à petit pour bâtir une solution de confiance. Malheureusement, la diplomatie française aujourd'hui est partie dans le décor. Nous sommes devenus complètement les alliés, les larbins, les serviteurs des intérêts géopolitiques américains. Et on le voit aussi bien sur l'affaire russo-ukrainienne, où la France est à la remorque de l'intérêt des États-Unis d'Amérique, en racontant un narratif qui est assez éloigné de la réalité. Mais aussi, malheureusement, la France est à la remorque des États-Unis sur l'affaire de Taïwan. Et là, je m'adresse aux Français qui vivent des 2 côtés du détroit, aussi bien en Chine continentale qu'à Taïwan. Si j'étais à votre place, je souhaiterais avant toute chose la paix. Je souhaiterais avant toute chose que cette région qui pourrait se transformer en une poudrière, eh bien, reste une région pacifique. Je n'ignore pas, bien sûr, la nature du régime chinois. Je n'ignore pas non plus la nature du régime taïwanais qui a beaucoup évolué depuis les années d'après-Seconde Guerre mondiale. On est très loin du Kuomintang de la fin de la Seconde Guerre mondiale. On a désormais une véritable démocratie en sol chinois qui peut séduire, bien entendu. Mais quel doit être le rôle de la France sur les actuelles revendications indépendantistes d'une partie seulement de l'électorat taïwanais, poussé en sous-main par les États-Unis d'Amérique qui adorent jeter de l'huile sur le feu. La France, me semble-t-il, devrait se garder de prendre fait et cause pour Taïwan, comme les y invitent des gens comme M. Glucksmann, par exemple, qui s'est fait également une spécialité d'attaquer la Chine par tous les bouts, par Taïwan, mais aussi par le Tibet, mais aussi par les Ouïghours du Xinjiang. En fait, quelqu'un comme M. Glucksmann et le Parti socialiste, et ceux qui se présentent devant vous au nom du nouveau Front populaire, sont en fait des gens qui reprennent à leur compte tout le narratif belliciste des États-Unis d'Amérique. Il se trouve, je n'y peux rien et vous non plus,
que la République populaire de Chine a fait des progrès de géant au cours des 30 années écoulées et désormais est devenue une des principales armées du monde. Je sais que Taïwan n'est pas en reste et Taïwan a aussi bâti une force importante. Mais il va de soi, sauf si on est vraiment aveugle et sourd, il va de soi que si la Chine intervenait militairement à Taïwan, il y aurait une conflagration régionale, peut-être une conflagration mondiale, et aussitôt la Russie, la Corée du Nord, mais également beaucoup de pays du Sud, et notamment les BRICS, l'Inde, l'Afrique du Sud, se rangeraient derrière la Chine parce qu'ils seraient perçus comme une espèce de nouvelle provocation occidentale. Vous savez d'ailleurs que de la même façon que les États-Unis d'Amérique diffusent des cartes pour morceler la Russie de leurs rêves, ils diffusent la même chose pour la Chine de leurs rêves. Quel doit être le rôle de la France là-dedans ? Ça devrait être un rôle de pondération, de modération et avant toute chose de respect du droit international. Parce que je rappelle que lorsque la France a reconnu la Chine populaire en 1964, lorsque Charles de Gaulle a fait cette démarche sensationnelle qui avait scandalisé les États-Unis d'Amérique, qui étaient furieux de cette démarche française, qui était pourtant porteuse d'avenir, eh bien la France avait accepté la condition sine qua non du gouvernement de Pékin, sur laquelle il n'a jamais transigé, c'est-à-dire on ne peut reconnaître la République populaire de Chine qu'à la seule condition de reconnaître que la Chine est un pays unifié et que Taïwan est partie intégrante de la République populaire de Chine. C'est la théorie d'une seule Chine. La France l'a reconnu, les États-Unis d'Amérique aussi. Les États-Unis d'Amérique aussi. Et donc, soutenir les mouvements indépendantistes taïwanais, aussi sympathiques puissent-ils être, aussi proches de l'Occident puissent-ils paraître, est une faute lourde en matière de paix. Ce qu'il faut faire, à mon sens, c'est tout simplement garantir le statu quo, puisque les Chinois sont des gens pragmatiques et que ce qui importe avant toute chose, c'est ne pas remettre en cause la face, mian tse, comme on dit en chinois, c'est-à-dire la dignité du peuple chinois et de ses dirigeants. Les Chinois sont prêts à beaucoup de compromis, à rester dans le flou artistique, à permettre des choses dans la mesure où ça ne vient pas les humilier de façon frontale. Si je suis élu député de cette 11e circonscription, donc représentant aussi bien les Français vivant en Chine populaire que les Français vivant à Taïwan, il y a à peu près 1900 Français vivant à Taïwan et à peu près 7500 Français vivant en Chine populaire, du moins enregistrés dans les 6 consulats généraux, eh bien, je me ferai le porte-parole à l'Assemblée nationale du bon sens et de demander que la France essaye de rester sur un mode pacifique, de ne pas enflammer les esprits et d'essayer d'avoir des relations d'amitié et de coopération avec l'immense puissance régionale et mondiale qu'est la République populaire de Chine, qui a d'ores et déjà dépassé les États-Unis d'Amérique en termes de PIB, si on veut bien regarder le produit intérieur brut en parité de pouvoir d'achat. Alors ça ne veut pas dire, bien sûr, de rompre les relations que l'on peut avoir, notamment culturelles, scientifiques, commerciales, avec Taïwan, mais ça veut dire de rester sur le système qui prévalait auparavant et ne pas se lancer dans les folies d'origine américaine. Je serai également le porte-parole du développement des relations chinoises sur un mode non agressif, puisque, je le disais tout à l'heure, il y a en France des partis qui se sont fait la spécialité, à la demande d'ailleurs, à la remorque des États-Unis d'Amérique, de passer notre temps à critiquer la Chine et son gouvernement, avec pour seule conséquence d'ailleurs de finalement perdre des parts de marché pour rien. Je parlais tout à l'heure de l'entretien qu'il y avait eu entre Chirac et Jiang Zemin à la cité interdite à Tsiongnanhai auquel j'avais assisté. Et à la fin de cet entretien, Jacques Chirac, poussé dans le dos par les associations françaises de droits de l'homme, avait présenté au président chinois une liste de dissidents
sur lequel la France était, paraît-il, particulièrement intéressée de leur élargissement. En fait, 99,9% des Français ne savaient même pas de qui il s'agissait. Mais pourquoi est-ce que Chirac avait fait ça? Parce qu'il y a des lobbies derrière qui demandent à ce que la France fasse ceci. Et la réaction du président chinois avait été très intéressante également, puisqu'il avait commencé à répondre à Chirac en évoquant Victor Hugo et Notre-Dame de Paris, en disant « Quelle belle littérature, lorsque j'étais étudiant, on apprenait Notre-Dame de Paris, on est misérables, etc. » Et Jacques Chirac ne voyait pas très bien le point, ne voyait pas très bien où Jiang Zemin voulait en venir. Il se trouve que moi, j'avais déjà assisté à ce numéro quelques mois auparavant, lorsque j'avais fait accompagner mon ministre Hervé de Charette pour préparer la visite présidentielle, où déjà il y avait eu ce même numéro. Et qu'est-ce que voulait dire ce numéro? C'est qu'après avoir parlé de Victor Hugo, le président chinois avait progressivement fondu sur sa proie en expliquant que lorsqu'il était étudiant, les étudiants chinois avaient admiré beaucoup la lettre que Victor Hugo avait adressée en 1860 à un colonel au sujet du sac du palais d'été par les troupes franco-britanniques en 1860 lors de l'expédition de Palikao. C'était une façon pour les Chinois de rappeler tout l'historique des relations entre l'Europe et la Chine, et tout l'historique notamment à partir du XIXe siècle, et notamment dans la foulée de la mission ratée de Lord Macartney, qui était, comme vous le savez, ambassadeur du roi britannique George III, pour essayer de rétablir un équilibre commercial entre le Royaume-Uni et la Chine. Et donc s'y rend en 1794, c'est sous la dynastie Mandchoue, c'est avec le grand empereur Qianlong. Vous connaissez peut-être l'histoire de cette ambassade. Et donc l'ambassade britannique arrive à Pékin. Et donc déjà ça commence par un drame, parce que normalement les envoyés étrangers doivent faire le kowtow devant l'empereur de Chine, donc se mettre à quatre pattes. Il est évident que l'envoyé de George III, qui est tout fier de lui-même avec sa perruque, ne va évidemment pas se mettre à quatre pattes devant le Fils du ciel, devant le Tianzi. Et donc c'est le début d'une incompréhension mutuelle, et surtout l'empereur de Chine fera savoir aux Britanniques bien que c'est normal qu'il y ait un déficit commercial, puisque la Chine, c'est Chonghuo, c'est le pays du centre, le pays du milieu, c'est de là qu'émane le savoir, la connaissance, etc. Et ils comprennent très bien pourquoi les Anglais veulent acheter des soieries, veulent acheter des lacs, veulent acheter des porcelaines, veulent acheter du thé, etc. Enfin, tous les produits fabriqués et produits par la Chine à l'époque, mais que eux, les Chinois, ils n'ont rien de particulier à acheter, en fait, au Royaume-Uni. Bon, vous connaissez sans doute cette histoire. Ça va déboucher, au-delà du pittoresque, ça va déboucher sur quelque chose d'extrêmement grave. C'est que les Chinois, à l'époque, quand on a du déficit commercial, ça se traduit non pas par de l'argent virtuel et comment dirais-je, des statistiques et des numéros électroniques. Ça se traduit de façon très en métal, avec de la sortie de pièces en or ou en argent. Et donc, le Royaume-Uni ne plaisante pas du tout avec ça. Il va conquérir le nord du plateau du Décan au début du XIXe siècle, comme vous le savez, mettre progressivement la main sur l'Afghanistan et les champs de pavots pour faire de l'opium. Et à partir des années 1840-42, il va, un peu avant, à partir des années 1830, il va commencer à exporter de plus en plus d'opium dans le sud de la Chine, dans la région de Canton. Évidemment, pour droguer la population chinoise, donc les Britanniques se transforment dans ce qu'on appellerait aujourd'hui des narcotrafiquants. Et évidemment, ceci à la plus grande fureur des mandarins du sud de la Chine, qui préviennent la cour de Pékin, de la dynastie Mandchoue, que, en fait, ces diables d'étrangers, ces barbares du sud, comme on dit au Japon, c'est-à-dire les blancs, sont en train de droguer toute la population. Et donc, ça va être le début des fameuses guerres de l'opium, comme vous le savez, avec la perte. Il se trouve que les Chinois ont inventé les feux d'artifice, mais ils n'avaient pas songé à faire de cette poudre pour feu d'artifice. Ils n'avaient pas songé à en faire des canons tirant des obus. Voilà. C'est l'Occident qui a eu cette idée meurtrière. Et donc, on a un choc, effectivement, entre deux civilisations au milieu du XIXe siècle, avec l'Occident, l'Europe occidentale, qui est bientôt au fait de sa puissance, notamment sous l'Empire victorien, face à l'Empire chinois qui va d'un seul coup découvrir que le monde blanc veut le dépecer.
Et là, ça va commencer par la perte de l'île de Victoria, puis les nouveaux territoires, la péninsule de Kowloon et les nouveaux territoires qui seront cédés au Royaume-Uni. Ça donnera la colonie de Hong Kong. J'ai d'ailleurs fait une vidéo que j'ai adressée spécialement, vous pourrez trouver aussi sur notre site internet, que j'adresse à nos compatriotes vivant à Hong Kong. Mais ce qu'il faut savoir aussi, c'est que la Chine n'a pas subi les attaques que du Royaume-Uni, mais aussi de la France, puisqu'en 1860, du fait de l'accord, de la bonne entente qu'il y avait entre Napoléon III et la reine Victoria, la France a participé à la fameuse expédition de Palikao, et notamment du sac du Palais d'été. Et c'est le début de la dégringolade de la dynastie mandchoue qui va devenir bientôt l'homme malade de l'Asie, si j'ose dire, puisque après les Franco-Britanniques viendront les Américains, les Japonais, les Allemands qui s'installeront dans la péninsule de Tsingtao. Ils construiront d'ailleurs des brasseries pour faire de la bière. C'est pour ça que la bière Tsingtao est connue dans le monde entier. Les Américains, etc., et vont découper le pays en morceaux. Si vous relisez Tintin et le Lotus bleu, vous savez qu'à Shanghai, il y a des concessions internationales, et puis il y a la concession française. On peut toujours, d'ailleurs, je m'adresse ici à tous ceux qui habitent à Shanghai, vous savez que ce que je dis est vrai. Vous êtes certainement allés voir les bâtiments qui ont été construits dans ce qui était autrefois la concession française qu'il y avait à Shanghai. Alors tout ça, c'est ça qu'ont les Chinois à l'esprit, les dirigeants chinois à notre époque, quand on vient leur parler des droits de l'homme. Et moi, ce qui me sidère, c'est que dans la vie politique française, oui, les Français qui résident en Chine, qui ont fait l'effort d'acculturation, qui sont mariés éventuellement à un conjoint ou une conjointe chinoise, mais qui ont fait cet effort de compréhension de la civilisation chinoise, et d'amour aussi pour ce pays à nul autre pareil, eh bien, on est mal à l'aise lorsque la France vient donner des leçons de droits de l'homme à ce pays. Non pas, je ne dis pas ça pour exonérer le régime actuel, le régime chinois, bien entendu, mais qui sommes-nous en fait et quelle est l'histoire que nous avons eue depuis 200 ans avec la Chine qui nous donnerait le droit de donner des leçons de morale? Voilà, moi je suis absolument convaincu que la France devrait avoir une diplomatie du XXIe siècle pour défendre ses valeurs, défendre son identité, défendre ce qu'elle a toujours été. Mais arrêter de toujours vouloir donner des leçons de morale aux autres, des leçons de démocratie, comme si en France, par ailleurs, nous étions un modèle de démocratie. Si vous m'élisez comme député, je défendrai ces positions originales, puisque sur tous les bancs de l'Assemblée nationale, de l'extrême droite à l'extrême gauche, c'est toujours haro contre la Chine. C'est toujours d'ailleurs haro contre la Russie. Nous voulons avoir une France qui revienne aux fondamentaux. La France reconnaît les pays et les peuples, ne reconnaît pas les régimes. C'était la grande tradition gaulienne. La France doit également renouer avec cette tradition qui n'était pas seulement celle de Charles de Gaulle, mais qui est également celle de François Ier, faisant alliance avec le Grand Turc en 1526. C'est-à-dire que la France doit avoir des relations fortes et amicales avec la Russie, avec la Chine, avec l'Inde. C'est d'ailleurs 3 des principaux BRICS de ce nouveau groupe qui est en pleine ascension au niveau planétaire. La France doit donc avoir des alliances pour contrebalancer l'influence écrasante, pour ne pas dire la mainmise, des États-Unis d'Amérique sur l'Europe en général et sur la France en particulier. Je serai le porte-parole parmi les 577 députés, le seul qui dira cela, le seul qui proposera de débattre sur le fond de l'intérêt ou non de sortir la France de l'Union européenne. Je sais bien que, vu de France, beaucoup de gens poussent des cris d'orfraie à l'idée de sortir de l'Union européenne, à l'idée du Frexit. Je sais bien tout ce que l'on a pu entendre comme propagande sur le Brexit. Mais aujourd'hui, où en sommes-nous avec ce fameux Brexit ? Aujourd'hui, le Royaume-Uni vient de prendre la place de 4e exportateur de biens et de services dans le monde devant la France. On nous avait pourtant dit que le Royaume-Uni allait disparaître. Le Royaume-Uni voit le niveau de vie de ses habitants croître beaucoup plus rapidement qu'en France. Le SMIC au Royaume-Uni, avant le Brexit, était 16% inférieur au SMIC français en 2016. Il est aujourd'hui, en 2024, 10% supérieur. D'ailleurs,
Lorsque l'on vit en Extrême-Orient, on voit bien que le Royaume-Uni n'a pas du tout disparu de la circulation. Le Royaume-Uni est toujours là et bien là, alors que la France progressivement perd des places. Je serai également le défenseur de la reconquête de notre souveraineté monétaire en retrouvant un nouveau franc et en sortant de l'euro. Je m'adresse ici notamment à tous les jeunes Français qui travaillent dans les bourses de la zone Asie-Pacifique, que ce soit à Sydney, que ce soit à Singapour, que ce soit à Hong Kong, mais que ce soit la bourse de Shanghai par exemple, ou les bourses de Tokyo ou de Séoul. Vous savez, si vous êtes sur les marchés financiers internationaux, que la situation en Europe et la situation en France inquiètent les marchés internationaux. Vous savez que l'euro est une monnaie qui, à tout moment, peut exploser. Des perspectives sombres pèsent sur l'euro. La meilleure preuve étant que lorsque Macron a procédé à la dissolution de l'Assemblée nationale après le désastre électoral qu'il a subi lors des élections européennes, Macron donc a pris cette décision et dans les jours, les heures et les jours qui ont suivi, il y a eu une défiance aussitôt vis-à-vis des obligations assimilables du Trésor français. Il a fallu que la Banque centrale européenne intervienne très discrètement en utilisant la facilité Draghi, c'est-à-dire en achetant sur le marché d'occasion, si j'ose dire, les obligations assimilables du Trésor en contrevenant à la lettre et à l'esprit d'ailleurs du traité de Maastricht qui normalement fait interdiction à la BCE d'acheter de la dette des pays membres de la zone euro. C'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles la France a connu un endettement exponentiel et que nous sommes désormais avec une dette hors contrôle. Eh bien, aujourd'hui, à l'Assemblée nationale, personne ne connaît vraiment le fonctionnement de l'euro. Personne ne sait vraiment qu'il ne s'agit pas du tout d'une monnaie unique, mais d'une monnaie commune, puisque chaque État membre de la zone euro a conservé sa banque centrale. Je vous renvoie aux vidéos que j'ai pu faire sur le sujet. Personne ne s'intéresse à l'évolution divergente de ce que l'on appelle Target 2, le solde de la balance des paiements courants à l'intérieur de la zone euro, et qui, pour tout esprit averti des questions monétaires notamment, sonne comme un signal orange et même un signal rouge, un signal d'alarme sur la viabilité plus que problématique de l'euro à moyen terme. Il est important, je pense, que les Français disposent à l'Assemblée nationale d'une voix originale qui dise cela. Or, tout est verrouillé par les grands partis politiques en métropole. Vous avez la possibilité de vous démarquer de nos compatriotes de métropole. Vous avez la possibilité de m'élire à l'Assemblée nationale. Bien sûr que tout seul, je ne pourrais pas, pour tout seul, faire en sorte que la France se sorte de l'Union européenne ou de l'euro. Mais je pourrais porter ce débat fondamental qui n'a pas lieu et beaucoup des millions de Français regarderont les Français d'Europe orientale, d'Asie et d'Océanie avec un regard reconnaissant. Je ferai parler de Français d'Europe orientale, d'Asie et d'Océanie de façon très différente de ce qui se passe aujourd'hui, puisque l'actuelle députée, Madame Génotet, personne ne la connaît en France. D'ailleurs, il suffit d'aller sur les statistiques de l'Assemblée nationale pour découvrir que cette femme n'a rien fait, ou à peu près rien, au cours des 59 semaines d'activité depuis sa réélection en 2022, donc depuis un peu plus d'un an. Elle s'est classée 510e sur 577 en nombre de présences dans l'hémicycle. Elle est parmi les 70 députés les plus absents. C'est quand même incroyable. En matière d'amendements proposés, le travail effectif qu'elle a effectué, elle a, en 59 semaines, proposé 32 amendements. Elle s'est située la 523e sur 577 députés. C'est-à-dire qu'elle a déposé un amendement tous les 15 jours. Enfin, elle ne travaille pas, cette députée. En matière de questions écrites, elle a déposé 8 questions écrites en 59 semaines. Vous voyez un petit peu le genre, ça fait à peu près une question écrite tous les 1 mois et demi. Elle s'est classée 459e sur 577 députés. S'agissant des questions orales, elle en a posé 2 en 1 an et 2 mois. C'est-à-dire qu'elle en a posé
une question orale tous les 7 mois. Ça fait d'elle la 487e sur 577 députés. Voilà. Et si vous m'élisez, vous saurez la fierté d'avoir un député qui connaît les dossiers, que ce soit les dossiers économiques, monétaires, les dossiers diplomatiques, les dossiers industriels, agricoles, culturels. Je vous représenterai avec dignité et je travaillerai, et vous verrez les statistiques. Je ne travaillerai pas uniquement d'ailleurs pour la question de la politique nationale en tant que député de la nation. Je me ferai votre représentant. Le représentant qui essaiera de défendre l'intérêt des Français résidant à Taïwan et résidant en République populaire de Chine. Je n'ignore pas que des efforts ont été faits au cours des dernières années avec l'augmentation du nombre de consulats généraux. Je crois savoir qu'il y a maintenant Pékin, Shanghai, Canton, Chengdu dans le Sichuan, Wuhan, là où justement il y a l'usine PSA Dongfeng où j'étais allé avec Jacques Chirac, et puis Shenyang en Mandchourie. Donc on ne peut pas dire que rien n'ait été fait, au contraire, c'est bien par rapport à d'autres situations. Je regarde par exemple en Australie où il n'y a qu'un seul consulat général pour l'ensemble des Français, non seulement en Australie, mais même résidant dans des micro-États du Pacifique Sud ou des États comme la Papouasie-Nouvelle-Guinée. Donc des choses ont été faites, mais il faut aller au-delà. Il faut favoriser le développement des alliances françaises, il faut favoriser les échanges d'étudiants, il faut aussi vous faciliter la vie au quotidien. La vie au quotidien, c'est comment faire pour avoir un nouveau passeport, une nouvelle pièce d'identité, rapidement. Comment faire pour les retraites? Comment est-ce que je fais mes calculs de retraite? Est-ce que je peux passer ma retraite en Chine? Comment faire pour les questions de fiscalité, de double imposition, etc. Les services de l'État doivent pouvoir faire beaucoup mieux que ce qui est actuellement fait. Et puis, la France devrait aussi développer des relations culturelles de haut niveau en ayant abandonné ou mis sous le boisseau tout ce discours critique permanent contre la Chine. Arrêtons de donner des leçons en permanence au gouvernement chinois. Laissons la Chine évoluer à son rythme. Parce que je sais que moi, la première fois que je suis allé en Chine, c'était en 1988. J'étais allé avec ma femme. C'est un pays qui était dans un état vraiment de dénuement extraordinaire dès que l'on quittait les très 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 grandes métropoles. Je me rappelle être arrivé à Datong en Mongolie intérieure. Un petit matin, on mettait, je crois, 7 ou 8 heures pour aller de Pékin à Datong par le chemin de fer, alors qu'il y a 300 kilomètres. Enfin, c'était un tortillard épouvantable, avec de la musique et des bruits pendant toute la nuit. Et on était recroquevillés dans un coin d'une des voitures de ce train. Et quand on arrivait à Datong, c'était un pays du quart-monde. C'était vraiment épouvantable à voir. Des gens qui étaient dans un état d'hébétude même, de saleté, de crasse, de pauvreté, d'extrême pauvreté. Force est de constater qu'aujourd'hui, lorsque l'on va en Chine, on a quand même un pays où il y a des millions de voitures, des dizaines de millions d'une classe moyenne qui n'existait pas il y a 40 ans. C'est un pays qui a connu une croissance absolument phénoménale. Grâce à qui d'ailleurs? Grâce au conseil qu'avait donné Lee Kuan Yew, que j'avais rencontré à Singapour. J'en parle dans ma vidéo destinée aux Français résidant à Singapour. C'est Lee Kuan Yew qui avait suggéré à Deng Xiaoping la croissance en peau de léopard, en tache de léopard, en conseillant à Deng, qui voulait sortir justement de la période maoïste, après donc l'arrestation de la bande des quatre, après la liquidation de Hua Guofeng. Lee Kuan Yew était allé voir Deng et lui avait conseillé de faire des petits isolats ultra-capitalistes sans le dire. Et donc ça a donné les zones économiques spéciales de Shenzhen, juste de l'autre côté de la frontière de Hong Kong, des nouveaux territoires, et puis de l'autre côté de la rivière des Perles, face à Macao, la zone économique spéciale de Zhuhai. C'est ça qui s'est passé, c'est ça le début du développement de la Chine.
Je voudrais dire aussi un mot sur Taïwan. Taïwan qui est méconnu. Il se trouve que je suis allé, comme j'ai été globe-trotter très, très jeune, je me suis rendu pour la première fois à Taïwan. On parlait encore à l'époque pas mal de Formose, c'était le nom. Isla Formosa, ça veut dire la belle île, c'est du portugais. L'île de Formose, le régime de Formose, comme on disait dans les années 60-70 du XXe siècle. Moi, j'y étais allé pour la première fois en 1979, lorsque j'étais étudiant à HEC. Et à l'époque, quand on allait à Taïwan, il n'y avait absolument aucun guide touristique qui existait en français. Impossible. D'ailleurs, personne jamais n'était autour de moi. Je ne connaissais personne qui s'était rendu à Taïwan. De même qu'en Corée du Sud, c'était vraiment à l'époque des pays qui étaient très très loin, jugés très très loin. Il n'y avait quasiment pas de touristes français qui se rendaient sur place. Donc la première fois que je suis allé à Taïwan, c'est à cette occasion. Mais j'y suis retourné. J'y suis retourné d'une façon un petit peu officieuse. Lorsque j'étais responsable de l'Asie-Océanie à Bercy, j'avais accompagné Jean-Noël Jeanneney. C'est-à-dire, nous étions à l'époque sous le gouvernement, je crois, de Pierre Bérégovoy. Donc, en tout cas, c'était sous la deuxième présidence Mitterrand. Et donc, c'était cette époque où le gouvernement français s'était rapproché de Taipei. Voilà. Ça n'était pas, je n'avais pas eu affaire à gérer la question des frégates de Taïwan. Ça avait été géré à un niveau très supérieur à moi. Heureusement d'ailleurs, parce que j'avais cru comprendre qu'il y avait, enfin c'est même plus, c'est une certitude, il y a eu un scandale, des rétrocommissions, tout ceci n'était pas été joli. Mais j'avais accompagné donc Jean-Noël Jeanneney pour aller à Taipei pour essayer de développer des relations commerciales. Et ce qui était intéressant de voir, c'est que il fallait toujours sauver la face. C'est-à-dire que nous avions notre passeport, mais il y avait eu une espèce de feuille séparée. Nous y allions, nous n'avions pas d'ambassadeur. Il y avait un représentant de l'Institut français de Taipei et qui était sur place. Et tout ceci, finalement, était accepté par les dirigeants pékinois dans la mesure où on respectait un certain nombre de formes et dans la mesure où on ne les provoquait pas. C'est ça que j'ai conservé de ce voyage. Je pense vraiment que l'intérêt de la France, l'intérêt des populations locales d'ailleurs, de part et d'autre, parce qu'il y a des liens d'ailleurs familiaux, de la même façon qu'il y avait des liens de famille en fait, entre le fondateur de la République populaire de Chine et puis Mao Tse-tung. Eh bien, il est important, je pense, aussi bien pour les Chinois que pour les Français résidant des deux côtés, eh bien que on calme le jeu, j'y reviens. Vous savez, je terminerai là-dessus, qu'il faut toujours en revenir non seulement au droit, mais à l'histoire. Vous savez que à la fin de la dynastie Ming, il y a eu ce fameux épisode de Koxinga, qui, l'île de Taïwan est restée finalement irrédente, séparée du continent pendant quelques décennies, avec comme leader Koxinga, enfin c'est le nom occidentalisé, qui d'ailleurs a sa statue ici ou là à Taïwan. Mais au bout du compte, eh bien, l'île de Taïwan était revenue dans le giron de la mère patrie. N'insultons donc pas l'avenir, ce ne sont de toute façon pas nos affaires, et moi je suis là pour défendre l'intérêt des Français, de leurs familles, de leurs enfants. Il est beaucoup plus important que si je suis député, je me batte pour la scolarisation des enfants, les alliances françaises de part et d'autre du détroit de Taïwan, plutôt que je suggère en commission des défenses d'envoyer des frégates françaises aller patrouiller dans le détroit de Taïwan. Je ne pense pas que ce soit notre intérêt fondamental. Voilà ce que je voulais vous dire. Encore une fois, si vous m'élisez comme député, eh bien vous aurez quelqu'un qui portera une voix originale, nouvelle, quelqu'un qui connaîtra ses dossiers et quelqu'un qui, vous le verrez, ne vous décevra pas. Vive la France, vive la Chine et vive les amitiés franco-chinoises et franco-taïwanaises.